Salut les amis, on va parler aujourd'hui d'un des tournois les plus prestigieux du tennis mondial, celui qui représente notre pays à travers le monde, Roland-Garros. J'avais envie à travers cette vidéo de répondre aux questions qu'on pourrait se poser quand on entend le nom Roland-Garros. Qui était-il? Pourquoi avoir donné ce nom? Pourquoi avoir construit un stade supplémentaire porte d'Auteuil? Pourquoi est-ce que la terre battue est la surface phare de ce tournoi? Bref, plein de questions auxquelles j'ai envie de vous apporter les réponses. Avant de commencer, abonnez-vous à My Little Sporty Corner. Cette chaîne a pour vocation de parler de sujets liés au monde du sport, que ce soit de sujets historiques ou encore de sujets plus confidentiels sur le sport business à travers des vidéos de formation et des interviews de talents qui viendront de tous les horizons. Alors, abonnez-vous. Let's go. Eh bien non, Roland-Garros n'était pas un tennisman ou une personnalité du monde du sport comme on pourrait le penser, mais bien un aviateur français et pas des moindres. Il a été un des héros de la Première Guerre mondiale. Garros, comme on pouvait l'appeler à l'époque, est né en 1888 et il se distingue dès son plus jeune âge par sa passion pour le sport. Il devient champion de France de cyclisme à 18 ans et s'illustre également au football et au tennis, mais n'en fera pas de carrière professionnelle. Il fait ses études à HEC en 1908 et se tourne très naturellement un an plus tard vers l'aviation après avoir assisté à un meeting aérien à Reims. Faut croire que cette conférence l'a beaucoup marqué car il s'achète dans la foulée une demoiselle. Avion, très léger, considéré comme les premiers avions de sport et de loisirs accessibles au grand public, qu'il apprendra d'ailleurs à piloter tout seul. Il aime tellement ça qu'il participe à des compétitions aériennes où il établit des records d'altitude et d'ailleurs réalise un de ses plus grands succès en 1913, la première traversée aérienne de la Méditerranée sans escale reliant Marseille à Bizerte en Tunisie en 7h53. Il a tout juste 25 ans. Et là, s'arrive ensuite la Première Guerre mondiale en 14 et Garros s'engage comme pilote de chasse. Il s'est très vite rendu compte que c'était super difficile de tirer avec une mitrailleuse tout en pilotant. Il conçoit donc un système qui permettra de tirer à travers l'hélice. Ce dispositif révolutionnera l'aviation de chasse. Malheureusement, son avion est abattu par les Allemands et ces derniers récupéreront son appareil ainsi que son invention. Suite à cet événement, Garros se fait prisonnier. Mais notre héros de guerre parvient à s'évader 2 ans après, en février 1918, et retourne au combat. Quelques mois plus tard, le 5 octobre 1918, la veille de ses 30 ans, un mois avant l'armistice, il est abattu lors d'un combat aérien dans les Ardennes. Vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça. Mais quel est le rapport avec le tennis et le tournoi actuel que nous connaissons tous? Garros avait un ami très proche, Émile Le Sieur, ancien athlète de rugby à 15 et président du Stade français. Il a rencontré Garros à HEC et ils ont fait tous les deux partie de la même promo. Plus tard, ils sont devenus tous les deux pilotes de chasse pendant la guerre. Émile Le Sieur rendra hommage 10 ans plus tard à son ami en donnant son nom au nouveau stade de tennis construit porte d'Auteuil. Comment ça se fait qu'Émile Le Sieur, président du Stade français, club de rugby à la base, ait eu le pouvoir de lui donner son nom? Pourquoi un stade de tennis se construit 10 ans après la mort de Garros et à quoi va-t-il servir? Allez, on revient en arrière en 1891, 3 ans après la naissance de Garros. Le Stade français et le Racing Club de France sont les deux clubs omnisports les plus renommés de Paris à l'époque. Les deux clubs avaient comme discipline phare le rugby et avaient une grande rivalité sportive. Comme vous pouvez le savoir, ils font toujours partie des clubs emblématiques de ce sport encore aujourd'hui. En 1891, le Stade français, en plus du rugby, accueillait le premier championnat de France de tennis au Bois de Boulogne. Il était uniquement réservé à l'époque aux hommes et aux membres de clubs français amateurs. Le championnat de France de tennis a ouvert ses portes aux femmes en 1897, soit 6 ans après la première édition, ce qui reste extrêmement rapide dans l'histoire de l'intégration des femmes dans le monde du sport. Le championnat changera régulièrement de lieu, alternant entre le Racing Club de France et le Stade français, jusqu'à ce qu'il se stabilise officiellement en 1909 au Stade français, dans le parc de Saint-Cloud. Au même moment, Garros et Émile Le Sieur faisaient connaissance à HEC. Bon, j'espère que je vous ai pas trop perdu. Je vous laisse encore quelques instants pour que vous puissiez vous imprégner de la frise chronologique avant de continuer l'histoire après la mort de Garros. Nous avançons donc 7 ans après le décès de notre héros en 1925. Un grand tournant arrive pour le tennis français. Le championnat de France devient ouvert aux joueuses et aux joueurs amateurs de tous les horizons, y compris les femmes étrangères.
ce qui marquera son alignement avec les standards internationaux. Le championnat de France devient officiellement les internationaux de France et d'ailleurs, ils auront été une étape extrêmement importante dans l'histoire de l'égalité homme-femme dans le tennis et même du sport. Cela renforcera la visibilité et la reconnaissance du tennis féminin au niveau international, bien avant que d'autres disciplines sportives ne commencent à y songer. Cette année-là, le tournoi est officiellement reconnu comme l'un des 4 tournois majeurs du tennis et rejoint le statut international auprès de Wimbledon, l'US Open et l'Open d'Australie. Ces 4 tournois constituent ce qu'on appelle désormais le Grand Chelem. Allez, on avance 2 ans après l'internationalisation du championnat de France en 1927. À cette époque, nous avions 4 grandes pointures du tennis français, nos héros tennisman de l'époque, les 4 mousquetaires. Non, ce n'est pas Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan évidemment, mais bien Jean Borotra, Jacques Brugnon, Henri Cochet et René Lacoste. Les États-Unis dominaient à l'époque le tennis mondial avec Bill Tilden comme joueur emblématique, surnommé à l'époque le Big Bill. Bill Tilden a été numéro 1 mondial à cette période, vainqueur de 7 titres du Grand Chelem et a révolutionné le jeu avec sa puissance et son sens tactique. Il a aussi aidé les États-Unis à dominer la Coupe Davis de 1920 à 1926. Du côté des femmes, les Américains avaient comme joueuse phare Helen Wills Moody, gagnante de 19 titres du Grand Chelem, connue pour son calme glacial et sa domination physique. L'année 1927 marque un autre tournant dans l'histoire du tennis français. Nos 4 tennisman révolutionnent le tennis français en gagnant la Coupe Davis cette année-là à Philadelphie sur le sol américain. C'est historique, c'est la première fois que la France gagne la Coupe Davis. Comme chaque tradition, le vainqueur de l'édition reçoit à domicile l'année d'après. La France recevra donc chez elle ce qu'on appelle le Challenger Round pour la première fois en 1928. Tout le monde est content, c'est incroyable, la France célèbre la victoire. Cependant, Paris n'a pas les infrastructures nécessaires pour accueillir un tel événement. Le Stade français et le Racing Club de France, malgré le fait qu'ils soient à ce moment-là les 2 plus grands clubs de la capitale, n'étaient pas assez grands pour recevoir cet événement de renommée internationale. Et oui, les installations ne respectaient pas le cahier des charges de l'International Lawn Tennis Federation, qui est l'ancien nom de la Fédération internationale de tennis. Le Stade français, qui accueillait à ce moment-là les internationaux de France, avait des tribunes trop petites, non homologuées, pour recevoir des milliers de spectateurs. Et le club manquait cruellement de services modernes comme des vestiaires ou des loges. Voilà pourquoi il était crucial de construire rapidement un stade pour recevoir la Coupe Davis de 1928. Au-delà du cahier des charges qui est un détail obligatoire, il y avait une réelle volonté conjointe entre les acteurs du tennis français, comme la Fédération française de lawn tennis, ancien nom de la Fédération française de tennis, et les autorités publiques, de vouloir asseoir la domination du tennis français. Ils voulaient absolument marquer un tournant historique par la construction d'un stade moderne, permanent et symbolique de notoriété mondiale à Paris. Les autorités publiques avaient besoin d'argent et d'un lieu pour le construire. C'est là que notre ami Émile Le Sieur réentre en jeu. Il devient officiellement président du Stade français en 1927, la même année de la victoire de la Coupe Davis, succédant ainsi à Louis Deday. C'est assez incroyable comme timing, vous trouvez pas ? Le Stade français, possédant un grand domaine qui s'étend du Bois de Boulogne jusqu'au parc de Saint-Cloud, les acteurs publics et politiques demandèrent donc à Émile Le Sieur de leur céder une partie de terrain. Il accepta de leur laisser 3 hectares de terrain Port-d'Auteuil et de financer le projet à condition que le nouveau stade porte le nom de son ami décédé en son honneur. Il aurait d'ailleurs déclaré « Je ne sortirai pas un sou de mes caisses si on ne donne pas à ce stade le nom de mon ami Garros ». Pierre Gilloux, président du Racing Club de France et capitaine des Mousquetaires à cette période, participera également au financement de la construction malgré leur concurrence rugbystique. Que c'est beau! Ainsi, c'est grâce à l'insistance d'Émile Le Sieur que le nom de Roland-Garros a été attribué au stade, perpétuant ainsi la mémoire de ce héros de l'aviation. Les travaux débutèrent sous la direction de l'architecte Louis-Fort Dujarric. En seulement 7 mois, le stade est achevé et inauguré le 18 mai 1928.
Il est estimé que le coût de la construction s'élevait environ entre 1,5 et 2 millions de francs de l'époque, et ce montant correspondrait à environ 7 à 10 millions d'euros actuels, en tenant compte de l'inflation et des variations économiques. Le 20 mai 1928, les internationaux de France de tennis se jouent pour la première fois sur les cours de Roland-Garros, et 2 mois plus tard se déroule la finale de la Coupe Davis que la France gagnera encore une fois contre les États-Unis à domicile. Cette victoire marquera le début d'une domination française dans la Coupe Davis avec 6 titres jusqu'en 1932. On y arrive enfin, cette question qu'on se pose toutes et tous. Pourquoi la terre battue est-elle la surface phare de ce tournoi? La terre battue est un matériau très présent en France. Elle a été inventée par accident au XIXe siècle sur la Côte d'Azur par les frères Renshaw, 2 anciens champions britanniques. Les 2 frères installèrent à Cannes un club de tennis. Le climat méditerranéen rendant difficile l'entretien des courts en gazon, les 2 frères ont trouvé un système très ingénieux pour remédier à la sécheresse et améliorer la durabilité des terrains en recouvrant le gazon d'une poudre rouge faite de tuiles pilées. C'est la naissance des premiers courts en terre battue. Petit à petit, les courts en terre battue prennent du terrain en France car elles possèdent de nombreux avantages. Le Stade français et le Racing Club de France, ayant des courts en gazon à la création du championnat de France, adhéreront très rapidement à cette surface à partir de 1912. C'est d'ailleurs en 1912 que se déroulera le premier championnat de France sur terre battue au Stade français. La terre battue a donc plusieurs avantages et le premier, évidemment, pour le plus grand plaisir des investisseurs, c'est l'avantage financier. En effet, elle est beaucoup moins coûteuse à produire que les surfaces en dur comme le béton ou le gazon synthétique, surtout à l'époque de la construction du stade. Elle a également de nombreux avantages techniques où elle ralentit la balle, favorisant ainsi les longs échanges et par ce fait, avantage les joueurs patients et tactiques. Nous pouvons aussi parler d'avantages physiques car elle diminue l'impact sur les articulations du corps et donc cela amène forcément à moins de blessures. Mais une des raisons principales, en plus de celles déjà citées, a été le facteur déterminant qui a orienté le choix définitif. La terre battue correspondait exactement au style de jeu et à la surface d'entraînement de nos 4 mousquetaires. Et oui, il fallait mettre en avant, bien évidemment, tous les avantages du côté de la France pour gagner à domicile la Coupe Davis. Roland-Garros est aujourd'hui le seul tournoi du Grand Chelem joué sur terre battue, ce qui lui donne une identité unique et prestigieuse encore aujourd'hui dans le monde du tennis. Je dois vous avouer qu'une question continue de me travailler. Lorsque le championnat de France s'est ouvert aux joueuses et aux joueurs étrangers amateurs en 1925, cela a forcément attiré l'attention des médias étrangers, augmentant ainsi la couverture médiatique du tournoi, à la radio à l'époque, parce que la diffusion télé n'existait pas encore, et donc forcément cela a entraîné une augmentation de spectateurs. Comme on a pu le voir précédemment, les 2 clubs parisiens étaient loin d'être à la hauteur au niveau des infrastructures. Pourquoi les autorités publiques et politiques de l'époque n'ont pas commencé la construction d'un stade moderne à ce moment-là? Pourquoi attendre la victoire de la Coupe Davis en 1927? Eh bien, tout simplement car aucun cahier des charges n'était imposé par la Fédération internationale de lawn tennis pour l'organisation des 4 majeurs à cette période. Chaque fédération organisait selon ses moyens et ses envies les tournois. C'est assez incroyable, n'est-ce pas? Il n'y avait pas encore d'obligation sur la capacité du stade, la sécurité, l'accueil du public, les droits TV, la billetterie. Il y avait seulement des points à respecter comme le format des matchs, la surface de jeu et les dotations. Mais bon, j'ai envie de vous dire, comme dans tout fonctionnement, pourquoi améliorer les choses si rien n'est imposé? Contrairement à la réception du Challenger Round pour la Coupe Davis à la même période, qui avait un cahier des charges extrêmement strict. Ce qui est assez contradictoire. Et surtout, il n'y avait aucun calendrier officiel comme l'ATP ou le WTA. Chaque joueur et joueuse jouait les tournois qu'il souhaitait faire. Le tournoi de Roland-Garros se développera d'année en année avec une première diffusion télévision après la Seconde Guerre mondiale en 1950 et en intégrant en 1968 les joueurs et les joueuses professionnelles, l'une des étapes clés de l'histoire du tennis. Roland-Garros aura été le premier tournoi du Grand Chelem à réunir les joueurs et les joueuses amateurs et professionnels sur un même tournoi.
On appellera cette période l'ère Open. Wimbledon suivra juste derrière avec l'US Open et l'Open d'Australie sera le dernier à officialiser la professionnalisation en 1970. Grâce à cette ouverture, une explosion médiatique et commerciale arrivera par la suite. Plus grande audience, retransmission télévision, sponsoring, partenariat. Roland-Garros développera ainsi un business model extrêmement solide. La Fédération internationale de lawn tennis et la Fédération française de lawn tennis mettront en place des cahiers des charges de plus en plus stricts et spécifiques pour l'organisation des 4 majeurs. Sur les médias, sur la sécurité des infrastructures, la rémunération et l'accueil des joueurs et des joueuses, les droits de diffusion, la billetterie et j'en passe. Arrivera ensuite les classements unifiés, création de l'ATP en 72 pour les hommes et de la WTA en 73 pour les femmes, qui auront permis de structurer le circuit professionnel. Avec l'évolution des différentes surfaces de terrain entre le gazon à Wimbledon, le dur à l'US Open et l'Open d'Australie et la terre battue à Roland-Garros, la Fédération internationale et nationale de tennis changeront de nom en 1977 pendant l'ère Open en enlevant le lawn qui veut dire gazon en anglais. En 2024, le tournoi de Roland-Garros a atteint un chiffre d'affaires record de 338 millions d'euros, soit 87% du chiffre d'affaires de la Fédération française de tennis aujourd'hui. La première source de revenus sont les droits télé, 125 millions d'euros, soit 38% du gâteau. Les partenariats et sponsors avec 68 millions d'euros, soit 20%. Hospitalité, loge et VIP, 57 millions d'euros, soit 17% de la part du gâteau. La billetterie, 54 millions d'euros avec 16%. Et pour finir, les produits dérivés, 30 millions d'euros avec 9% du gâteau. La Fédération française de tennis complète son chiffre d'affaires, donc les 13% restants, en diversifiant ses sources de revenus par l'organisation d'autres événements, tels que le Rolex Paris Master, le Trophée des légendes et le Master de paddle. Mais il y a surtout les ventes de licences qui augmentent d'ailleurs chaque année pour les différentes disciplines, comme le tennis, le paddle, le beach tennis, et depuis la saison 23-24, le pickleball. Ce qui fait un nombre d'1 150 000 licenciés actuellement à la Fédération française de tennis. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo et surtout mettez des commentaires. On se revoit vite, ciao les sporty love.